Il est aussi bien réalisateur que producteur, que metteur en scène, scénariste. Vous avez chopé le virus très très tôt. Vous aviez un papa musicien, une grand-mère qui était comédienne et qui a joué avec Joséphine Baker. Absolument. Et qui a eu le prix d'interprétation à la Mostra de Venise en 83. Dans le film Rue Casse-Nègre, exact, de Eusen Patsy. En fait, je suis né dans une famille d'acteurs, de musiciens, donc je suis ce qu'on peut appeler un enfant de la balle. Voilà. Donc très tôt, j'ai été baigné dans cet environnement artistique. Et donc j'ai pu récupérer un chromosome quelque part qui fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Voilà. Alors donc, vous aviez un modèle dans votre jeunesse, que vous avez eu la chance de fréquenter. J'ai dit ça, moi? Ah bah alors, vous parliez de Henri Salvador. Henri Salvador. Oui, en fait, modèle, c'est pas tout à fait le mot, donc c'était un repère. Moi, j'avais mon père, et lui, c'était un repère. Moi, je commence déjà je mets la barre très haut, là. Oui, effectivement, donc en fait, pour moi, c'était la seule référence visuelle. Parce que quand on est métisse comme moi, on n'a pas de référent. Surtout dans les années 60, à l'époque où je suis né, des gens comme moi, il n'y en avait pas beaucoup. Enfin, j'avais mon frère, effectivement, mais dans la cour d'école, on n'était pas nombreux, on était seuls. C'est-à-dire que, imaginez-vous, 200 visages pâles, et moi, donc autrement dit 200 cotons-tiges et au milieu un cachou. Voilà, et on ne voit que le cachou. Donc, moi qui voulais déjà faire ce métier, je cherchais quelqu'un en qui je pouvais m'identifier, donc en dehors des États-Unis, parce qu'on avait quand même à l'époque des référents américains, mais ça ne me convenait pas. Et effectivement, un jour, j'allume la télévision, qui était à l'époque en noir et blanc, et je vois Henri Salvador, qui était donc plus foncé, évidemment, que la moyenne des gens qui l'entouraient. Et je me suis dit, tiens, et ce type-là, déjà à l'époque, faisait rire, certes, il chantait des chansons, mais c'était quand même un comédien. Et donc, je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire comme lui, et puis ça, voilà, c'était un peu mon... on va dire que c'était la lumière dans le tunnel qui m'a permis de me repérer. Pour débuter votre carrière artistique et pour commencer à faire vos premiers pas dans le show business, dans la télé, il y a eu un Avant les Inconnus. Et vous êtes passé, je crois, au Petit Théâtre de Bouvard, c'est ça? Oui, effectivement, le Petit Théâtre de Bouvard, c'était une émission, pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui ont moins de... voilà, de ma génération. C'était une émission qui était à 8h moins quart, donc juste avant le journal de Antenne 2 à l'époque, et effectivement, Philippe Bouvard permettait à des jeunes de s'exprimer, mais il y avait quand même une audition. Et donc la première audition, c'était en septembre 89, et c'est une audition assez particulière parce qu'en fait, il s'était rendu compte dans son talk show, parce qu'il avait des invités, qu'à chaque fin de talk show, avec des personnalités quelconques, il y avait des sketchs faits par des humoristes de café-théâtre. Et il se rendait compte que l'indice de l'audimat montait très très fort. Donc il s'est dit, je vais inverser la vapeur, je vais mettre plutôt des sketchs et un talk show après. C'est ce qu'il a fait. Donc il a demandé à 60 comédiens de café-théâtre, c'était en septembre 82, je m'en rappelle, très très bien. Donc il y avait Lucchini, il y avait Popek, enfin il y avait plein d'humoristes et plein de jeunes artistes, dont Mimimati, enfin plein de gens à l'époque. Voilà. Et il a dit, voilà, il me faut 10 personnes, vous êtes 60. Donc, je vais faire une audition, non pas à l'aveugle comme dans The Voice, mais je vais mettre dans un panier des papiers sur lesquels il y aura des sujets. Je pioche un sujet, et puis ceux qui veulent improviser pendant 3 minutes, vous avez 3 minutes pour me faire rire. Et je vais noter les passants. Donc, pendant 3 heures, il y en a plein qui ont défilé. Moi, je ne trouvais pas de sujet qui me plaisait. Et à un moment donné, il y a un sujet qui sort, sachant qu'il y avait déjà, sur 60, on était encore une dizaine, on n'était pas passé. Et le sujet, c'était le patron d'une ébénisterie passe une audition, non, passe une annonce dans le Figaro, pardon, et c'est un émigré qui se présente. Moi, je dis, moi, monsieur, je vais le faire. Et je dis à mon copain, qui était donc à l'époque c'est mon procès, je lui dis, écoute, on y va. Il me dit, bah, t'as une idée? Je dis, une vague idée. Écoute, on est les derniers, on y va, sinon on va pas être pris, je sais pas, enfin, peut-être qu'il a déjà son quota, on sait pas. Donc, on se lève, et Bouvard me regarde droit dans les yeux, il me dit, comme ça, son petit air malin, il dit, vous allez faire l'émigré, je suppose. Et moi, je lui dis, non, je vais faire le patron. Et là, il y a eu un... Parce qu'en fait, pendant 3 heures, j'avais observé comment il fonctionnait. Je m'étais dit, ce gars-là, il faut le surprendre, donc j'ai fait de l'inverse. Donc j'ai dit à mon copain, tu prends l'accent portugais, et moi je prends l'accent africain. Donc tout ce qu'on demande à un portugais, à un étranger, moi je l'ai demandé avec l'accent africain, donc carte de séjour, permis de travail. Donc j'ai inversé les valeurs.
Donc les gens ont beaucoup ri. Et à un moment donné, il faut une chute dans un sketch, il faut s'arrêter. Et à un moment donné, je dis à mon camarade, vous avez travaillé quoi comme bois? Il me dit, je travaille le noisetier, il me dit le balsa. Il dit, ah, balsa, je connais bien balsa, j'ai tout lu quand j'étais jeune. Et je m'arrête là. Et Bouvard me dit, vous, je vous prends pas votre copain, vous êtes le dernier, le 10e, merci. Et il paraît que j'ai eu la meilleure note, 19,70 sur 20, je sais pas pourquoi. Bref, toujours est-il que je suis rentré dans cette équipe en septembre 82, et tous mes camarades, donc Didier Bourdon, Bernard Campan, Minimati, Michel Bernier, Smaïn, Las les Chevaliers, sont rentrés 3 mois plus tard, en décembre. Voilà. D'accord. Donc toute ma vie, c'est une leçon de vie pour moi, j'ai toujours inversé, j'ai toujours fonctionné d'une manière différente. Donc on s'appelait les inconnus parce qu'on s'était dit, si ça marche pas, on sera toujours inconnu, si ça marche, ça sera un nom un peu original. On a pris un risque, on a fait encore l'inverse. Oui. Et alors comment est-ce que ça se passe quand on est 3 acteurs? Je suppose que chacun a envie d'avoir son heure de gloire. D'être en avant, comment est-ce qu'on arrive à écrire ensemble, à travailler ensemble? Alors, ça marche pas comme ça. Vous avez dit une phrase qui n'existe pas chez nous, dans notre vocabulaire, l'heure de gloire. En fait, on ne fonctionne pas pour être célèbre. En fait, on est des passionnés, on est avant tout des acteurs. C'est pour ça qu'on peut faire rire d'une certaine manière, à savoir que on est tous les 3 différents et complémentaires. Didier Bourdon, il a un aspect beaucoup plus chef de bande, beaucoup plus rustre. Bernard, il est beaucoup plus introverti, et moi je suis un peu entre les deux. Donc, pris séparément, évidemment, on a des univers vraiment très très différents, mais à 3, c'est comme une locomotive avec 3 wagons qui ont une marchandise différente, mais on va dans la même direction. Voilà, c'est un peu ça les inconnus. Et chacun est à sa place, chacun apporte son manger. Il y en a qui peut réaliser, l'autre peut écrire, l'autre peut apporter des idées, et puis c'est une espèce de triumvirat qui vire plutôt très bien. C'est une énergie à plaque tournante. Quand l'un est fatigué, l'autre il revient dessus. Quand il y a un sketch qui est dit par deux, ouais, ça j'adore ce sketch-là. Par exemple, le sketch des chasseurs, par exemple, c'est un sketch, je m'étais dit, c'est pas ma cam, c'est pas ma vibration, c'est pas mon univers, les chasseurs. Mais les 2 autres étaient à fond dedans. Je dis, écoutez les gars, moi je vous suis, j'écris avec vous, mais c'est pas mon truc. Donc ils ont plutôt été leaders dans le sketch. Mais je m'étais dit quand même, c'est un truc qui sent bon, moi ça me fait marrer, mais voilà. Donc pour fournir les idées, j'ai fourni moins d'idées que... Par contre, les vampires, ça a été différent. Les vampires, à un moment donné, je dis à Bernard, ça serait bien de d'énumérer tout ce qu'on paye. Il me dit, ouais, mais c'est pas drôle. Ok. Ensuite, mais enfin, il y avait quand même la base. Dans un sketch, il faut toujours un fond. On appelle une résonance sociale. Ensuite, il se souvenait que Didier Bourdon, étant jeune, faisait des chansons vampires. Donc il s'est dit, les vampires qui sucent l'argent. On en parle à Didier Bourdon, qui nous dit, ouais les mecs, ouais bof, je la sens pas trop votre idée, non, ça... Voilà. Et il rentre chez lui. On se retrouve le lendemain, et Didier était avec Gamberger pendant la nuit, et il était arrivé donc le lendemain avec un bout de musique, un bout de chanson, et nous on a complété. Comme quoi ça peut des fois résonner différemment. Donc c'est vraiment une énergie comme ça, quelque chose qui tourne bien. En fait. Comme le sketch des radios libres, on était, je sais plus chez qui, bref, et puis je tourne la radio, Bernard est en train de pisser, l'autre à la cuisine, puis moi je tourne comme ça le poste de radio, je dis, ah putain les mecs, ça serait génial de faire toutes les radios comme ça. Ouais, énergie, ouais, c'est super, oui, non, je commence à délirer en imitant les radios comme ça. Et Didier me dit, mais attends, mais tu te rends compte le boulot que c'est? Je veux dire, c'est un boulot super. Ouais, les mecs, si on y arrive, c'est génial. On s'y est mis, on a déconné, puis on a écrit, puis voilà. Donc, mais c'est un travail très précis parce que s'il y en a un qui se plante, tout le monde se plante. Pour ceux qui connaissent le sketch, sinon il y a un DVD qui est en vente à la fin. Donc on est des gros bosseurs, ça c'est sûr. On a écrit beaucoup de sketchs qu'on a jetés parce qu'on estimait que c'était pas à la hauteur de la qualité. Ouais, donc vous avez vraiment une recherche de qualité. Ah ouais, on a vu, ça a été travaillé, c'est pas sorti. C'est vrai que les mouches, quand on est dans une pièce, elles ont un arrière-train comme ça. Quoi. Pour être poli. Et alors comment est-ce que vous réunissez dans un... Vous aviez un bureau, vous alliez au bureau, vous posez dans un café ensemble? Chez les uns, chez les autres, très peu à l'extérieur, parce que pour pas être ennuyé par les kidams, donc effectivement on se trouve chez moi, voilà, où on s'isole des fois. On se prend 10 jours dans un hôtel lambda et du matin au soir, on fait du brainstorming et on se parle beaucoup, on se parle des livres qu'on a lus, des gens qu'on a observés dans la rue, des émissions de télé ou d'un personnage. Ça peut partir d'un personnage. Pendant les publicitaires, c'était les mecs avec des catogans, ça nous est marré. Donc après, ça suffisait pas évidemment, mais
on a fait des recherches et puis on s'est rendu compte que c'était un univers avec qui employait des mots très anglais, c'était brainstorming, je suis overbooké, donc tout ça, ça nous est marré. Et du coup, alors après, pour passer à la production, comment est-ce que... il y en a un qui devait réaliser, il y avait une équipe technique autour, c'était les mêmes personnes, alors tu parles de quoi, l'émission de télé ou du film? Alors, je parlais des sketchs pour l'instant, mais du film aussi, parce que finalement... Les sketchs, en fait, à l'époque, c'était Antenne 2, donc on avait la production qui nous donnait un certain budget, on leur a dit, voilà, on le fait si on a carte blanche. Donc à l'époque, on avait carte blanche, on pouvait se permettre de dire certaines choses, pas comme aujourd'hui, c'est un peu plus serré. On avait un budget à peu près de 500 000 € à l'époque, ce qui était beaucoup pour l'époque. Aujourd'hui, c'est une émission de prime time correcte. Et on avait 3 mois d'écriture et 10 jours de tournage. On faisait entre 2 et 4 sketchs par jour. Mais comme on se connaît bien, ça va vite. Voilà. Et pour le cinéma, alors le cinéma c'est différent. Pour le cinéma, c'est plutôt Didier qui est leader à la mise en scène. Bernard leader à l'écriture. Et moi je suis le troisième œil, je suis partout. C'est-à-dire que je suis DRH, je m'occupe de tout. J'ai le nez dans la production, j'ai le nez dans les contrats, j'ai le nez avec les avocats. J'ai le nez dans l'écriture, dès qu'il y a un plan qui ne va pas, j'estime que j'en parle à Didier. Je me demandais, quand vous êtes tous les trois dans une scène en train de jouer, comment est-ce que vous dirigez comme acteur? On se connaît, comme je disais, on se connaît très très bien, donc c'est dans l'œil que ça se passe. Évidemment, il y a ce qu'on appelle le combo, que tout le monde connaît, donc c'est un petit écran sur lequel on peut visionner ce qu'on fait. Donc on joue et on se regarde, mais on a un bon instinct. Et puis on travaille en amont, on répète beaucoup en amont, ce qui fait que sur le tournage, il n'y a pas grand-chose à faire. Une bonne préparation pour un film, c'est vraiment la meilleure solution. Du coup, on dépense moins d'argent. Là, on perd du temps et ça coûte cher. Donc, il vaut mieux travailler en amont, même storyboarder. Et nous, comme on le dit souvent, d'ailleurs, dans le DVD, c'est pas pour faire la promo, mais dans le bonus du DVD des Trois Frères Le Retour, on parle de la manière dont on travaille. Effectivement, c'est très, très à l'instinct. Quand je joue avec Didier Bourdon, par exemple, c'est dans l'œil que ça se passe. Et on se connaît tellement bien qu'on appelle des scènes groove, c'est-à-dire qu'on groove. C'est que, voilà, on se suit, même si l'autre improvise, on improvise avec lui, mais on ne peut pas faire ça avec tous les comédiens. Il y a des comédiens qui sont carrés, qui connaissent leur texte, dès qu'on déborde un peu, ils sont un peu fragiles. Nous, à 3, ça... Du coup, tout est écrit, mais on peut improviser à 15-20% dans une scène, et ça donne des trucs incroyables. Je crois que vous avez dit qu'on fait rire, d'abord en se moquant de soi-même. L'humour, c'est d'abord de se moquer de soi-même. Moi, j'ai appris ça, et c'est vrai que ça se confirme. Woody Allen est bien placé pour l'humour juif, new-yorkais. C'est d'avoir du recul sur soi. En fait, c'est de ne pas se prendre au sérieux. La vie est compliquée. Déjà, quand on sort du ventre de la mer, on pleure, on nous fout des baffes. Non, c'est violent. Enfin, ça, c'est un cliché, mais c'est violent. Ensuite, l'éducation, les carences affectives. On veut être aimé des copains, des copines, les parents, le regard du père, de la mère. Donc tout ça, c'est psychanalytique. Et l'humour permet, alors j'ai employé un terme qui n'est pas très poétique, mais c'est un peu pour moi la vaseline. Ça permet de faire passer les choses beaucoup plus en douceur. Et Charlie Chaplin, entre autres, l'a prouvé, c'est que l'humour, c'est quoi? C'est qu'on traite de sujets très très graves, mais il y a toujours un petit décalage qui fait que l'humour est un déclencheur. Donc l'humour, ça veut dire qu'on appuie là où ça fait mal. Oui, on ne peut pas rire avec des choses drôles, en fait. Enfin, on peut rire avec de tout. Pas des choses heureuses. On peut rire de tout, vraiment de tout. Mais ça dépend avec qui, comment, pourquoi. Mais où est donc Ornicard? C'est vraiment quelque chose de très... Et l'humour, c'est scientifique. C'est-à-dire que, on le voit, il y a des comédiens qui sont pas très bons, qui ont des très très bons textes, mais ils sont pas drôles. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas sincères. En fait, nous, les inconnus, notre force, c'est que, sans être prétentieux, c'est qu'on est tellement sincères dans nos personnages qu'on y croit, quoi qu'on fasse. Du coup, on est toujours dans une douleur. Quand Didier Bourdon fait Stéphanie de Monaco, c'est-à-dire que c'est pas facile à faire parce qu'il souffre, il est malheureux, c'est que il est naïf. Et s'il le fait en genre, allez, je fais un gag, s'il vend son gag, ça fonctionne pas. Et moi, avec mon golo dans la case, bon, c'est un naïf, le mec, il est au taquet, quoi. Donc, et c'est ça, c'est important, ça. Et dans tous nos films, tous nos sketchs, notre force, c'est la sincérité. Mais du coup, il faut analyser les personnages, les comprendre et les aimer aussi. Et alors, pour parler un peu d'une carrière quand on est métis, dans le show business français, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des moments où, quand on a... Est-ce qu'il y a des moments où on nous dit, tiens, j'ai un rôle pour toi, c'est
C'est un noir qui balaye, tiens j'ai un rôle pour toi, c'est un noir qui vole, tiens j'ai un rôle pour toi. Au début c'était comme ça, c'est vrai que j'avais que des rôles de sous-fif, de groupe de service, de la poste, EDF, infirmier. Et en fait, j'ai fait qu'une figuration dans ma vie, j'étais infirmier. Et après j'ai dit plus jamais de ma vie parce que on te traite très très mal déjà. Et puis moi je voulais être acteur, donc jouer des rôles. On m'a dit ouais mais t'as pas le quoi, t'as pas le, il n'y a pas d'emploi pour toi, t'as pas le profil. J'ai passé le conservatoire 2 fois. Premier tour, deuxième tour, out. Je repasse, premier tour, deuxième tour, out. Et je suis convoqué à l'époque par Jacques Rosner, qui était donc le directeur du conservatoire en 81, qui me convoque. Je dis, tiens, pourquoi? Il dit, asseyez-vous, monsieur Légitimus, alors je connais très bien votre famille, hein, je connais votre père, votre grand-mère, des gens formidables, tout ça. Mais il me tutoie. Écoute Pascal, ce que je vais te dire, c'est pour toi. Ne repasse pas l'année prochaine donc le concours du conservatoire. Je dis mais pourquoi? Parce que ça va être compliqué pour toi. Je dis mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'emploi pour toi. Je dis mais pourquoi? C'est comme ça. Je dis mais moi je veux pas forcément aller à la Comédie Française, moi je veux jouer, donc je trouve qu'une école c'est bien pour moi d'être cadré. Il me dit oui mais tu remarqueras que il n'a pas d'école toi. Je dis mais il y a des Africains, mais les Africains ils sont invités. Ils sont en candidat libre, extérieur. Je dis, mais. Et c'est vrai, je dis, il n'y a pas d'arabe, il n'y a pas. Toi, je commençais à dire, il n'y a pas d'arabe, il n'y a pas de. Il me dit, bah, c'est comme ça, c'est que dans le décor français, au niveau des personnages artistiques, il me dit, tu vas pas y trouver ton compte. Je dis, merde alors, comment je fais? Je dis, bah, je m'inquiète pas. Je sors du bureau de Jacques Rosner, et là, je vois un acteur qui s'appelle, j'ai oublié son nom, bref, et qui me dit ah, j'étais là à votre audition, je ne m'inquiète pas, vous allez jouer. Et ça m'a fait un bien fou, et je suis parti. Et donc j'ai fait du café-théâtre, par obligation. En fait, moi je suis un acteur, au départ je suis pas drôle, c'est-à-dire que je voulais jouer des rôles normaux, quoi. Et donc par obligation j'ai dû faire de l'humour, parce que je me suis rendu compte, en analysant le terrain, qu'il n'y avait personne de mon profil qui faisait de l'humour. Donc à l'époque, en 80, Smaïn et moi, on était les premiers à la télévision à faire rire. Voilà. Donc c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé à poindre, on proposait toujours des rôles un peu mineurs. Moi je dis non, donc je refusais systématiquement les rôles mineurs pour me cantonner à des choses beaucoup plus personnelles, quoi. Ça a mis du temps, mais il est vrai qu'à partir du moment où on me disait, je disais aux gens, je ne suis pas une couleur, je suis un acteur. Donc ne me prenez pas pour faire le rôle d'un noir. Dès que je vois le rôle noir, l'adjectif noir, je ne lis pas le scénario. C'est automatique. Des fois, tu fais des contorsions. Il y a vraiment besoin que le mec soit noir. Enfin, on s'en fout, c'est important. Donc des fois, c'est pas important, on s'en fout. Omar dans Intouchable, il aurait pu être différent. Ça aurait marché pareil. Sauf que bon, c'est Omar, c'est sa personnalité. D'ailleurs, c'est tant mieux. Mais toujours est-il, a fortiori, on m'a proposé des rôles normaux, et j'ai pu donc m'engouffrer là-dedans, et avec bonheur, et puis voilà, quoi. Donc du coup, j'ai une réputation d'acteur, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est un problème qui est en train de se solutionner? Est-ce que les portes sont ouvertes pour les gens qui sont métis, les gens qui sont asiatiques, les gens qui sont d'origine... Oui, ça s'ouvre un peu quand même, évidemment. On le voit d'ailleurs dans la pub, on voit beaucoup de... C'est un peu démagogique, parce qu'on se rend compte que la population se mélange. Donc il y a de plus en plus de gens qui sont différents, mais intégrés, non pas désintégrés. Donc du coup, comme il y a toujours un aspect mercantile dans la manière de faire les choses, dans la publicité, on voit de plus en plus de métis, dans des photos, et puis dans des films, on met le quota arabe, black, handicapé. On commence, parce qu'on se rend compte que c'est important, qu'il y a des gens qui se battent, il y a des associations qui imposent ça. Mais aux États-Unis, ils ont fait différemment, comme ils sont 45 millions. Il y a eu à un moment donné une époque où ils ont boycotté Coca-Cola. Tous les Noirs américains ont dit on ne boit pas de Coca-Cola pendant 15 jours. Et ça a fait. Donc du coup, ils ont dit ok, on va faire des quotas, on va mettre des bars un peu partout. Mais nous, on n'a pas cette force-là. Mais grâce au Jamel Comedy, il y a eu une ouverture dans les humoristes. Donc du coup, les gens ont pu s'identifier à tous ces jeunes humoristes qui ont du talent. Qu'ils soient black, blanc, beurre, on s'en fout, en tout cas ils ont du talent. Et c'est important de s'identifier, comme moi je l'ai été avec Henri Salvador. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui, c'est qu'il y a une certaine tranche de la population qui n'est pas représentée. Donc du coup on est un peu
Et c'est pour ça que les décideurs se disent, on va se faire de l'argent, du fric, donc on va mettre plus de noirs, plus de métis, et ainsi de suite. Parce que, pour terminer, il y a une représentation de la population qui va acheter. Voilà. C'est tout con, hein. C'est pas pour nous faire plaisir qu'on fait ça. Il y a toujours un aspect business de toute façon. Hein. Alors justement, comment est-ce qu'on négocie avec les gens qui sont les producteurs, qui sont les chefs de cette partie business? Quand on est un jeune artiste, on a un groupe de copains, on a plein de super idées, on se dit tiens, on va faire des trucs ensemble. Comment est-ce qu'on gère cette relation avec des gens qu'on ne connaît pas finalement? En fait, il ne faut pas qu'il y ait de maillon faible dans un groupe. Chacun est à sa place. Donc si vous n'êtes pas capable de faire quelque chose, il faut envoyer quelqu'un d'autre. Si vous êtes 4 dans un groupe et que vous n'êtes pas capable de négocier, il faut trouver un négociateur. C'est ça, à chaque fois, il ne faut pas envoyer quelqu'un qui va bafouiller, qui va mal vendre le truc, qui n'y croit pas. Il faut que... Et puis surtout, d'avoir une idée, c'est bien, mais il faut qu'elle soit bonne. Mais bonne par rapport à quoi? Sachant qu'en ce moment, il y a toujours des tendances, on fait comme si, à la manière d'eux. Là, c'est des programmes courts, donc tout le monde fait des programmes courts. Mais il faudrait presque faire autre chose que les programmes courts. Il faut toujours inventer quelque chose. Et en France, on est souvent des suiveurs. On suit un peu ce qui se passe à l'étranger, on fait la même chose. Non, je pense qu'il faut être persévérant, il faut insister, à un moment donné, ça éclot. Mais il faut se poser les bonnes questions. Et donc, je me réfère aux acteurs, aux réalisateurs, pourquoi un type veut réaliser. Et souvent, la raison n'est pas souvent la bonne. Donc, on est décalé par rapport à son destin. Quand on est centré, les choses avancent, les choses se font. Et quand on... Je prends un exemple tout simple. Un mec qui dit tiens, la nana, je vais la niquer grave, putain, là, c'est grave. Là, c'est pas une bonne intention, même si ça existe. Et si le type dit je vais partager, je vais aimer, je vais échanger, parce que voilà, j'ai un affect, on a plus de chances que ça réussisse, parce qu'on est sincère. Ou même quelqu'un qui dit moi je fais ce boulot-là pour de la thune, ça peut pas marcher. Si je dis je fais ce boulot-là parce que je suis passionné, il y a plus de chances de réussir. C'est question d'énergie en fait. Voilà. Bon, alors je vais vous demander d'applaudir très fort.